De l'interview politique. Bonjour Hervé Marseille. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Président de l'UDI et du groupe Union Centriste au Sénat. On le voit, la France qui connaît une deuxième vague de canicule, précoce, intense. La deuxième en moins d'un mois. C'est une cellule ministérielle de crise qui va se réunir aujourd'hui au ministère de l'Intérieur à 11h. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'anticipation, réunir cette cellule à la veille du pic de canicule attendu sans doute demain ? Écoutez, le gouvernement se réunit, va prendre des mesures. Déjà, des mesures ont été prises. J'entendais les débats que vous aviez précédemment. Je pense que dans cette matière, ce qui manque cruellement, c'est d'une politique continue. Je veux dire, à chaque événement climatique, et il y en a depuis les années 2000, on se souvient de la grande canicule de 2003, j'allais dire, qui avait déclenché déjà à l'époque beaucoup d'interrogations. Il y avait eu beaucoup de victimes d'ailleurs. 15 000 morts en 2003. Et donc il y a eu des investissements qui ont été faits, notamment dans les EHPAD. On a créé des salles fraîches, on a mis en place des réglementations, des législations. Mais maintenant, ce qui manque, ce sont les moyens. Parce que vous dites un manque de continuité, mais on vient d'avoir 2 quinquennats successifs. Oui. Il y avait beaucoup d'ambition au départ avec Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de déceptions à l'arrivée ? Écoutez, on a affaire maintenant à des événements quotidiens, c'est l'actualité, c'est votre métier, mais on a aussi affaire à des priorités quotidiennes. Aujourd'hui, la canicule, on réclame des moyens. Hier, la justice, l'affaire de la malheureuse Iliana, des moyens pour la justice, priorité. Avant-hier, c'était l'essence. Il faut donner des moyens parce qu'il faut aider les gens qui sont en difficulté. Les événements internationaux, il faut une loi de programmation militaire et des moyens. Il y a juste un détail, c'est qu'on n'a pas les moyens. Et donc on en revient toujours à la même chose, comment on dégage des marges, comment on fait des économies, parce qu'il faut rembourser, et comment on priorise les priorités. Mais pour ça, il faut faire les bons choix aussi. Othman Nasrou, vice-président des Républicains, secrétaire général des Républicains, qui disait hier qu'il y avait eu un problème dans le choix du nucléaire, que la droite avait toujours fait ce choix-là, et puis il y a eu des hésitations, effectivement, sous Emmanuel Macron. C'est un regret ? Oui, c'est exact. Là encore, il y a eu des politiques en dents de scie. Bon, mais il va y avoir des élections présidentielles, il y aura des débats, et on peut toujours faire l'autopsie des politiques passées, faites ou pas faites. Je pense qu'effectivement, en matière d'environnement, ce qu'il faut, c'est une politique continue. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a une ministre de l'Environnement qui est assez fantomatique. Je ne sais Monique pas où Barbu. elle est. Oui, Madame Barbu. On a fait une alerte enlèvement pour savoir où elle était passée. Et donc, il faut des politiques continues, c'est-à-dire des investissements sur plusieurs années. Et il faut que ces investissements soient faits à tous les niveaux. Bien sûr, il y a l'État, il faut des subventions, il faut des aides, mais il y a aussi les collectivités locales. Or, il leur faut des moyens, parce qu'on sait que les écoles sont les communes, on sait que les départements, c'est les collèges, on sait que les régions, c'est les lycées. Voilà, il faut qu'à tous les niveaux, il y ait une mobilisation et que cette politique soit continue, c'est-à-dire d'année en année, parce qu'on ne peut pas faire les investissements en une seule fois. Et donc, il faut des lois de programmation. Il faudrait presque un grand plan pluriannuel pour adapter, en fait, tous ces bâtis. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un congé climatique défendu par Marine Tondelier ? Est-ce que c'est bête ? Congé climatique. Non, mais je suis habitué aux déclarations de Madame Tondelier et des Verts. Je crois que c'est pas au niveau. Là, on parle quand même de plans d'envergure et de problèmes qui doivent mobiliser l'Europe. Et il y a un risque. C'est vrai que l'Europe a modifié ses plans. On voit bien qu'il y a une pression de la droite radicale qui est beaucoup plus puissante en Europe et qui risque de renforcer sa présence, puisqu'il va y avoir des élections cette année en France, en Italie, en Allemagne. Et on voit bien qu'il y a une poussée de la droite radicale et donc qui n'est pas spécialement favorable à des politiques environnementales. Il y a un accord qui a été trouvé entre les États-Unis et l'Iran, accord de paix, accord cadre, qui doit encore être négocié pendant 60 jours. Visiblement, des émissaires américains sont en route vers la Suisse pour ces négociations. Est-ce que vous êtes rassuré ? Est-ce que vous pensez qu'on est proche de la paix dans cette région du monde ? Et tout le monde souhaite évidemment qu'on retrouve la paix. À la fois parce que c'est indispensable pour la sérénité du monde et dans cette région, mais aussi sur un plan économique. On a vu l'inflation qui a augmenté les prix des carburants, de l'énergie.
à l'évidence, le problème libanais est un gros sujet. Les proxys de Vous pensez l'Iran. que Benyamin Netanyahou est un obstacle aujourd'hui à la paix? On a vu qu'il y avait des frappes encore ce matin, des frappes israéliennes. Enfin, c'est le Hezbollah. En la circonstance, c'est pas Netanyahou, c'est le Hezbollah. C'est les deux. Je veux dire, la guerre est nourrie par les conflits entre le Hezbollah, qui sont aux portes d'Israël, et Israël qui craint pour sa Donc Benyamin sécurité. Netanyahou doit poursuivre sa guerre contre le Hezbollah? Non, simplement, il faut que la paix soit globale, c'est-à-dire des deux côtés. Il faut que le Hezbollah baisse les armes. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est renforcer l'État libanais. Alors, c'est un vœu pieux parce que c'est compliqué. Et quand on dit qu'il faut désarmer le Hezbollah, je pense que le Hezbollah ne va pas se laisser désarmer comme ça à la demande. Donc, il faut que la communauté internationale soutienne le gouvernement libanais, lui donne les moyens indispensables, que les États-Unis également interviennent, parce qu'il faut faire pression sur les uns et sur les autres pour retrouver la paix dans cette région. On a vu que le gazole était repassé sous les 2 euros, ce qui est une bonne nouvelle pour les automobilistes. Pour autant, est-ce qu'il faut quand même distribuer les aides qui avaient été promises par le gouvernement? Celles qui ont été programmées, il faut les donner. Jusqu'à la fin de l'été, même si on voit bien là les marchés. On va voir si c'était des aides ciblées. D'ailleurs, j'observe qu'il y avait une espèce de consensus autour de ce que faisait le gouvernement. J'allais dire l'ensemble des forces politiques, globalement, à part les extrêmes, étaient, favorables à ce que faisait le gouvernement, parce qu'on sait très bien que nous n'avons pas les moyens de faire davantage. C'était des aides ciblées. Mais donc il faut peut-être les arrêter avant ? Si c'est nécessaire, on pourra le faire avant. On va parler de la présidentielle. Vous êtes réunis le 10 juin avec les autres prétendants des candidats du centre et du centre droit à la présidentielle. Est-ce que vous avez complètement écarté l'idée d'une primaire qui était défendue par Gabriel Attal ? Oui. Oui, elle n'aura pas lieu. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour. C'était un des points sur lesquels tout le monde était d'accord. Je pense que ce soit Édouard Philippe avec Horizon, que ce soit le MoDem, que ce soit l'UDI, personne n'est favorable à une primaire, non pas pour la primaire elle-même, c'est pas l'idée de primaire qui est contestée, c'est le fait que c'est pas le moment. Et pour préparer une primaire, il faut des mois. En 2017, il avait fallu un an. Mais c'est pas le moment, et ce sera pas du tout le moment en janvier prochain non plus, quoi. Oui, il n'y en aura pas. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats, c'est la démocratie. Il va falloir qu'il y en ait moins et essayer d'arriver à faire en sorte que le bloc central n'en ait qu'un. Mais donc ce sera une primaire sauvage? C'est les sondages qui vont décider? Ou c'est le comité de liaison qui, à un moment, va siffler la fin de la récréation? C'est l'esprit de responsabilité. Chacun, à un moment donné, on voit bien qui est dans le top 3. On voit bien quels sont les 3 ou 4 candidats les mieux placés. Et bien, ceux qui le seront moins par rapport à celui qui sera en tête, eh bien, il faut qu'ils partent ensemble et qu'en fin d'année, début de l'année prochaine, on ait trouvé une solution, parce qu'il y a un risque. C'est de se retrouver avec M. Mélenchon au deuxième tour face au RN. Mais vous savez, vous avez l'expérience des présidentielles et vous savez que les sondages ne sont pas prédictifs. Si on se retrouve avec 2 candidats qui sont très proches, est-ce qu'on peut imaginer que l'un ne veuille pas céder face à l'autre? J'espère qu'on n'en arriverait pas là. Encore une fois, les candidats dont on parle, c'est-à-dire Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, sont des gens responsables. Et je pense que le moment venu, durant cette année, ils trouveront le moyen de discuter ensemble pour qu'on arrive à une solution qui soit une solution unitaire autour d'un candidat. Parce que je crois que la situation, si elle n'évolue pas, mettra face à face Jean-Luc Mélenchon et un candidat du RN, on saura qui c'est le 7 juillet. Et à partir de là, je pense que le pays prend de grands risques. Mais vous, au Sénat, vous êtes allié souvent à la droite qui est majoritaire. Dans ce comité de liaison, dans les discussions que vous avez, il n'y a pas de représentant de Bruno Retailleau. Et pourtant, vous dites qu'il faudra un seul candidat de cette droite et du bloc central. Vous pensez qu'ils peuvent s'entendre et vous pensez qu'il y aura un seul candidat au final? Vous savez, on travaille ensemble un peu partout, dans les communes, dans les départements. Vous ne devez pas l'intégrer dans votre comité de liaison? Au Sénat, oui, le moment venu, on va le faire, oui. On va le faire. Il y a des tests salivaires qui ont été demandés par le Premier ministre. Il y en a eu dans les ministères, dans les administrations. Est-ce qu'il faut qu'il y en ait au Parlement? Oui, on peut faire partout. On peut en mettre ici à l'entrée. Je veux dire, pourquoi pas? Bon, c'est un peu particulier. Mais... Vous pensez que certains en consomment? Il y a déjà eu des cas, notamment au Parlement. Oui, bien sûr. À l'Assemblée nationale. Il y en a au Sénat aussi?
Donc, écoutez, pourquoi pas? Je ne sais pas. Bon, s'il faut faire des tests, on les fera. Je veux dire, c'est très particulier. C'est pas codifié. Peut-être, là encore, il va falloir mettre des règles en place pour savoir dans quel cadre ça doit se faire. Parce qu'on ne fait pas des tests comme ça avec n'importe quel matériel, à n'importe quelle heure, fait par n'importe qui. Vous avez déjà consommé des stupéfiants, vous, Hervé Marseille? Non, c'est interdit, je le rappelle. Voilà. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Comment? Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je lis essentiellement, parce que comme j'ai peu de temps, je lis essentiellement des livres à caractère politique. Donc ça veut dire que vous avez commencé Alerte sur la France qui vient, qui est le livre de François Bayrou, qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire? J'ai commencé à le lire, oui, j'ai commencé à le lire. Mais François Bayrou est un ami, je ne vais pas dire de 30 ans, mais c'est un ami de longue date et je l'ai souvent au téléphone et j'avais eu l'occasion de parler avec lui de son livre. Il veut peser dans la présidentielle, c'est un moyen aussi de pas se faire oublier, de je crois que faire peser le MoDem? Le centre, l'UDI et le MoDem, dans cette affaire, Jean-Louis Borloo, François Bayrou, veulent peser par les idées qu'ils veulent défendre. Il n'y a pas de candidature au centre, il y a des candidatures, on vient de les citer, on ne va pas rajouter aux candidatures. En revanche, il y a des idées qui sont importantes et qui ne sont pas aujourd'hui spécialement dans le débat. L'Europe, alors qu'elle est malade et qu'on a besoin d'une Europe forte face aux États-Unis, à la Chine, à la Russie. L'organisation territoriale du pays, c'est ce que défend Jean-Louis Borloo. La décentralisation. Bon, et ces idées-là, elles sont audibles, vous pensez, dans le débat politique là? Et le pouvoir d'achat. Je pense que les Français sont sensibles à ce qu'on leur parle de leur pouvoir d'achat et notamment du logement, parce que c'est le principal poste de dépense. Alors, il y a beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on parle de la canicule. Hier, on parlait de la justice. Mais je crois qu'il y a des sujets également qui sont ceux du centre que nous essayons de porter et qu'on va développer. Et je pense que le pouvoir d'achat, notamment, est important. Sauf que François Bayrou avait alerté sur la dette. Il a même fait campagne là-dessus et on en est toujours au même point. Mais c'est un sujet permanent et on voit bien qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à dégager des marges, c'est justement parce que nous sommes endettés et que nous ne prévoyons rien pour sortir de cet endettement. Merci Hervé Marseille d'avoir été notre invité ce matin, président de l'UDI, président du groupe Union centriste au Sénat.